Bonjour, bienvenue à Regard sur l'itinérance. Aujourd'hui, je reçois Christian Levac, anthropologue et travailleur social, qui va nous partager son expérience d'accompagnement de 21 jeunes dans leur parcours de rue, et ce durant 14 mois. À tout de suite. Je suis de retour avec mon invité Christian Levac. Alors aujourd'hui, nous nous demandons si la rue est un chemin tracé d'avance. Qu'est-ce qui amène à la rue? Est-ce prévisible? On sait bien que certaines de ces causes sont structurelles. Pauvreté, accès difficile à un revenu, sous-scolarisation, institutionnalisation, judiciarisation, ça fait beaucoup de ions, crise du logement, manque de ressources à différents niveaux. Il y a aussi des causes qui sont reliées au passé, donc des personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance qui proviennent de familles elles-mêmes en difficulté, qui ont été placées, pour ne pas dire déplacées, dont les sorties des institutions ont été très mal préparées. Des personnes qui rencontrent des problèmes personnels, ruptures, abus, violences, qui ont été victimes de mauvais traitements. Des personnes qui sont aux prises avec une détresse psychologique, des problèmes de santé mentale, des dépendances. Donc, souvent un cumul de circonstances difficiles qui peuvent fragiliser ces personnes-là. L'itinérance n'est jamais un éclair dans un ciel bleu. En quelque sorte, l'itinérance, ça se prépare. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Christian Levac qui connaît bien toutes ces questions, qui connaît bien aussi le parcours de jeunes s'étant retrouvés à la rue puisqu'il a été intervenant auprès d'eux pendant de nombreuses années. Alors, on va passer la prochaine heure avec nous. Il va nous raconter une expérience exceptionnelle auprès de ces jeunes qu'il a accompagnés 14 mois dans leur parcours de rue. Ils lui ont fait confiance, se sont racontés à lui. Ils nous ont permis de mieux comprendre la réalité. Alors, c'est ce qu'on veut aborder avec vous aujourd'hui et vous allez voir, il y a de très, très beaux témoignages. Donc, je vais vous présenter Christian qui est là devant moi. Bonjour à tous. Bonjour Christian, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Oui. Et toi? Oui. Ah oui, ben, toujours un petit peu de nervosité, mais ma foi, on va y arriver, Alors donc, préparons-nous à présenter ce curriculum. Elle a la bac en anthropologie, l'étude au 2e siècle, mémoire portant sur des jeunes brésiliens dans une petite ville de l'État de Bahia. Bénévole au refuge des jeunes pendant 1 an, donc le refuge des jeunes étant un accueil pour des jeunes hommes sans abri et en difficulté. Intervenant au refuge des jeunes pendant 6 ans, en hébergement et en logement social, dont tu as assuré aussi la coordination pendant un certain temps, maîtrise en travail social, et tu as travaillé principalement en soutien à domicile. Tu as été coordonnateur professionnel régional dans un établissement du réseau public, membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec depuis 2011. Travailleur social et chargé d'affaires professionnelles. Ma foi, tu n'aurais pas pu être électricien, Christian? J'aurais bien aimé, mais malheureusement, je n'avais pas les compétences manuelles pour pouvoir réaliser ce tel type de projet. Je te pardonne. Alors donc, beaucoup d'expériences terrain, beaucoup d'expériences aussi théoriques, mais des rencontres exceptionnelles, je l'ai dit. Alors, donc, c'est ce qu'on voudrait approfondir avec toi aujourd'hui. Et je commence avec une citation d'un jeune Martin qui disait « C'est ça, ils disent que notre chemin est tracé. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Je ne sais pas. » Alors, c'est la trame qu'on va suivre aujourd'hui. Maintenant, tu as fait une recherche, tu as fait du terrain, donc j'aimerais ça que tu nous parles un peu de comment tu as abordé cette recherche-là auprès de ces jeunes-là. Donc, tu nous expliques comment tu as commencé et pourquoi tu as commencé cette recherche-là. C'est sûr qu'avant de devenir intervenant au refuge des jeunes de Montréal, j'ai étudié en anthropologie. Fait que c'était mon désir premier. Fait que dans le cadre de mon passage au refuge des jeunes, j'ai eu l'opportunité de faire un projet de recherche qui a mené vraiment une expérience extraordinaire auprès des jeunes en situation d'itinérance.
En gros, sommairement, j'ai passé c'est ce qu'on appelle l'observation participante. Donc, j'ai passé 14 mois dans la rue et j'ai accompagné 21 jeunes. Puis ça fait quand même déjà longtemps de ça. C'est en 2003-2004. Oui. Donc, j'ai accompagné ces jeunes-là dans leur passage, dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidienneté, à travers toutes les expériences qu'ils pouvaient vivre. La majorité d'entre eux étaient nés au Canada. Certains, dont 3 d'entre eux étaient nés à l'extérieur du Québec, donc au Moyen-Orient, aux Antilles et également en Afrique du Nord. Je passais en moyenne 24 heures par semaine dans la rue, à marcher en leur compagnie, à discuter, à échanger, à les accompagner dans vraiment l'ensemble de leurs activités. Et cet accompagnement-là était aussi fait autant en été qu'en hiver. Donc, il y avait des journées très chaudes, également des journées très froides. Ouais. Accompagner des jeunes en situation d'itinérance, ce n'est pas choisir les journées où on fait l'itinérance en tant que telle, c'est d'être là à tout moment, à toute heure du jour et de la nuit. Donc, ça m'a donné l'opportunité de les accompagner à travers tout ça. Donc, il y a eu une portion questionnaire pour bien comprendre la situation de ces jeunes-là, pour en tracer un portrait davantage statistique. Ensuite, il y a eu toutes les rencontres que j'ai faites avec eux. Puis il y avait un aspect aussi biographie, essayer de comprendre leur parcours personnel et leur parcours individuel pour bien saisir un peu toute la complexité des trajectoires des jeunes en situation d'itinérance. Puis j'avais aussi un souci de leur donner la parole. Oui. C'est pour ça que j'ai préservé dans la recherche puis dans le livre qui en est issu par la suite, vraiment ce qu'on appelle les verbatines. Donc, les entendre parler. Et aussi préserver leur langue bien particulière pour vraiment bien saisir toute la complexité d'un langage qui est bien particulier. Ensuite, les jeunes, ils n'étaient pas rémunérés pour faire cette recherche-là, mais sauf que parfois, donc à ce moment-là, on parlait qu'on offrait des cigarettes. Maintenant, les cigarettes, c'était déjà passé date. Donc, puis il y avait, à certaines occasions, je fournissais un repas, on allait manger au restaurant, un café par-ci, par-là, pour rendre l'expérience plus agréable puis avoir des beaux moments avec eux pour pouvoir faire des entrevues plus en profondeur. Comment ça se fait qu'ils ont accepté d'emblée que tu les suives comme ça dans leur parcours? Il fallait qu'ils te fassent confiance? C'est sûr qu'au préalable, j'avais travaillé pendant certaines années au Refuge des jeunes, fait que j'étais connu, mais je dirais essentiellement, c'est une bonne question. C'est à travers les premiers pas. C'est les premiers pas qui m'ont permis d'être découvert par cet univers-là. Puis c'est des jeunes qui m'ont ouvert la porte. Parce que faire sa place dans la rue, c'est un peu comme faire sa place. Les jeunes ont passé par le même rituel de passage. Oui. On n'arrive pas comme ça. Il faut se mettre en relation. Il faut découvrir l'autre. Il faut prendre le temps aussi d'être avec eux. Mais je dirais que c'est surtout un jeune ou un d'entre eux qui m'a ouvert la porte en me faisant une bonne réputation auprès des autres jeunes. Parce qu'au préalable, les premiers pas n'ont pas été simples, parce que c'est pas... une certaine méfiance. C'est sûr que la plupart d'entre eux sont méfiants à l'égard des chercheurs, des gens en position d'autorité. Ils ont un rapport des fois conflictuel avec ces personnes-là. Mais c'est vraiment un jeune qui m'a donné les clés pour pouvoir avoir accès. Un autre jeune qui se tenaient régulièrement ensemble, qui m'ont donné les clés. Puis à partir de là, ma réputation est partie. Certains jeunes disaient, tu devrais y aller avec lui, il est un peu fou, mais c'est agréable de l'accompagner. Puis il donne des cigarettes. Ouais, puis il donne des cigarettes, mais au-delà de ça, c'était vraiment cette capacité d'être curieux, mais sans être invasif. De poser des questions, puis aussi de permettre la présence d'un silence dans une conversation ou dans un échange avec eux. Fait que c'est vraiment ça qui m'ont ouvert la porte. C'est les jeunes qui m'ont ouvert la porte puis qui m'ont permis de mieux saisir toute cette réalité-là. Puis les gens étaient surprenamment heureux de participer. Ils étaient surtout honorés de redonner à travers ça. Puis je pense que au-delà de tout ça, c'était vraiment cette capacité-là de faire une différence dans la vie des autres jeunes qui passeront après eux. Oui. Ce qui est très intéressant parce que on est dans une société plus individualiste. C'est toujours réconfortant de voir ce souci-là, même quand on est mal pris, qu'on est dans la rue, d'avoir le souci d'aider les autres autour de nous. Alors ça, c'est de la beauté aussi, ça. Ils sont vraiment merveilleux, ces jeunes. Ils sont généreux, puis sont bienveillants, je vais le dire un peu plus tard, mais essentiellement, ils
ils ont été là pour moi, pour m'accompagner dans cette démarche-là. C'était pas une démarche que j'ai faite en solitaire. Non. J'étais avec eux. Oui. Alors donc, puis pourquoi tu as voulu faire ça? 14 mois dans la rue, l'hiver. Qu'est-ce que tu voulais vraiment Mais essentiellement Qu'est-ce que tu cherchais? Pour remonter dans le temps, quand j'ai fait mes études en anthropologie, j'ai pas réussi à me rendre au bout de mon parcours de deuxième cycle. Fait que pour moi, c'était une opportunité, hein, quand on a l'opportunité de changer les choses qu'on aurait pu faire ou de transformer un peu notre passé ou notre avenir, c'est la première motivation parce que moi, j'ai toujours un intérêt pour l'autre. Je trouvais que la recherche, c'était un bon médium pour aller au-delà. Fait que c'est les expériences passées. Puis ensuite, j'avais passé près de 6 ans ou 7 ans au refuge. Puis je trouvais qu'il manquait une partie de la réalité. C'est comme si on accueillait les jeunes sans trop comprendre ce qu'ils avaient vécu dans leur quotidien. Tu sais, les confrontations à la vie de tous les jours, à manger, à se nourrir, à vivre au quotidien. J'avais l'impression qu'il me manquait une partie pour bien comprendre, bien saisir la réalité de ces jeunes-là. Puis je voyais pas d'autre opportunité que d'aller à leur rencontre. Oui, parce qu'en effet, dans les ressources, on ne les voit pas dans leur extérieur, dans tous leurs déplacements, les marches en continu dans la ville. Alors, effectivement, ça rajoute quelque chose d'extrêmement précieux. Puis, des fois, on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas le goût en arrivant, mais de discuter ou d'échanger ou de parler des projets ou de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire pendant le mois. Mais il y a certaines journées, on marchait 20 km avec les jeunes. Hein, c'est un feu roulant d'activités en se promenant entre les ressources. Fait qu'ils n'ont pas toujours le temps et ils n'ont pas toujours le temps de s'arrêter. Fait que je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité de pouvoir aller au-delà des structures, aller au-delà de l'intervention dans un cadre bien informel, hein? Parfois formel et parfois bien informel. Oui. Alors, ça va nous amener dans le vif parce que là, on te suit, puis on arrive dans la rue avec toi. Je te vois marcher 20 km en running shoe, là, avec des jeunes, je t'imagine, là. Alors donc, on s'en va là dans quelques minutes, Christian, puis tu vas nous raconter. On s'en va dans la rue, là. Excellent. Me voici de retour avec mon invité Christian Levac, anthropologue et travailleur social, qui va nous raconter son parcours dans la rue avec 21 jeunes pendant 14 mois. Et on va le laisser nous raconter, on va le suivre nous-mêmes dans ce parcours-là, en se rappelant que Christian voulait mieux comprendre et donner la parole à des jeunes marginalisés et exclus, comme il nous a dit tout à l'heure. Alors, bien au-delà de la connaissance, c'est aussi des histoires de rencontres. Alors, Christian, est-ce que tu voudrais nous raconter cette histoire extraordinaire qui, même si elle s'est déroulée il y a quelques années, reste toujours d'actualité et d'une grande richesse humaine? Alors, raconte-nous ton parcours, Christian. Puis un autre des objectifs, c'était aussi de diminuer les préjugés à l'égard de ces personnes qu'on voit tous les jours dans la rue, puis qu'on regarde avec une immense indifférence, ou qu'on regarde, ou on fait assemblant de ne pas les regarder. De ne pas les voir. C'est très, très vrai. Oui. Donc, les premiers pas. Hein? Donc, oui, il y a une idée, il y a une recherche, il y a un projet, mais c'est la réalisation qui c'est le plus grand défi. Comment je suis arrivé? Ben, dans un premier temps, je connaissais quand même certains jeunes, mais c'est surtout à travers des différentes expériences de bénévoles avec les différents organismes des milieux, la découverte des différents organismes communautaires. J'ai passé, je pense, plus de 3 mois avec la roulotte de l'anonyme, qui donc fait la distribution sur un organisme communautaire, qui a plusieurs volets dans ses services, mais dont l'un des volets, c'était une roulotte mobile, un peu comme celle qu'on observe dans la rue, hein, qu'on connaît sous le nom de Chez Pop. Chez Pops. Donc, j'ai passé un peu de temps avec eux pour découvrir un peu les différents quartiers de Montréal, rencontrer, puis j'ai passé aussi du temps avec les travailleurs de rue de cet organisme-là pour aller sur les lieux où ils faisaient de l'échange de seringues, qui faisaient de l'intervention directement auprès des jeunes pour mieux comprendre aussi ce que c'est la rue à travers la lecture de gens qui la vivaient au quotidien,
mais des professionnels ou non professionnels qui accompagnaient ces jeunes-là au quotidien. Est-ce que tu pourrais, je t'interromps, peut-être Bien pour sûr. nos auditeurs, auditrices qui sont moins familiers, qu'est-ce qu'on veut dire par échange de seringues? Échange de seringues, donc, si les gens ne le savent pas, il y a des personnes qui consomment des drogues injectables, donc que ce soit de la cocaïne, l'héroïne ou tout autre dérivé. Ce qui arrive, c'est que c'est des programmes de prévention. Donc, c'est les gens, ils vont vers les personnes pour leur fournir du matériel propre. Pour éviter d'autres enjeux par rapport à la transmission, l'hépatite ou autres maladies du genre. Donc, c'est vraiment des activités de prévention. Il y a des organismes communautaires qui se sont spécialisés dans cette perspective. Donc, comment aller au-delà? C'est ce qu'on appelle la réduction des méfaits. Dans une perspective de réduction des méfaits, comment on peut outiller les personnes pour qu'il y ait des bonnes habitudes en matière de consommation ou en matière de dépendance. Absolument. Puis au-delà de la distribution de matériel, il faut dire aussi que c'est une occasion de rencontre et comme tu le dis si bien, de prévention aussi. Et de sensibilisation, voilà, exactement. C'est très important. Donc, on poursuit. Parfait. Donc, à travers ces expériences-là, j'ai tranquillement pas vite me fait une réputation. J'ai été connu, reconnu, je suis allé dans les ressources, rencontrer les intervenants que je connaissais, que j'avais discuté avec eux par téléphone ou que j'avais croisé dans différentes tables de concertation. Mais là, c'était une intervention, un rapport qui était beaucoup plus direct. Puis d'accompagner les jeunes, puis tranquillement, pas vite, ils m'ont laissé une place. D'accord. Ils ont été vraiment immensément généreux de m'accueillir dans leur quotidien avec mes questions incessantes pour mieux saisir, puis de les accompagner dans des activités qui sont très intimes, c'est-à-dire la consommation, c'est-à-dire sur les lieux où il y a de la prostitution, les accompagner. C'est pas tant de présenter le côté spectaculaire ou le côté racoleur de la rue, mais c'est là où ils étaient. C'est là que je les ai accompagnés. C'est leur réalité. Exactement. Puis tous ces enjeux-là, puis de se promener dans la rue à la recherche de quelque chose, puis, en groupe ou en étant seul également. Fait que donc, pendant 14 mois, j'ai eu un horaire atypique, je le dirais bien humblement. Oui, parce que tu étais toujours aussi intervenant dans un refuge. Fait que mon horaire, il était en fonction de l'horaire des jeunes. Je me suis adapté à leur horaire, je me suis adapté à leur mode de vie, parce qu'il faut bien convenir que prendre des rendez-vous avec des jeunes en situation d'itinérance qui ne sont pas toujours au refuge dans d'autres sources, ça peut poser des défis sur le plan logistique. Absolument. Fait que ça demande un grand défi d'adaptation, mais c'est bien particulier parce que les jeunes, ils étaient ponctuels pour la plupart. Ça aussi, c'est étonnant parce que dans la rue, il n'y a pas de temps. C'est pas le même que le nôtre. Non, l'horaire est parfois un peu déréglé. Le rapport au temps est parfois particulier, mais la majorité d'entre eux étaient là à la bonne heure, au bon moment. Moi, je suis pas là. Moi, j'étais toujours là d'avance de toute façon parce que je voulais les accueillir. Oui, je t'ai connu comme intervenant et puis je saluais le fait que tu étais toujours à l'avance. Puis je les ai accompagnés aussi dans toutes les étapes, parce qu'il y a des jeunes qui sont allés en appartement, des jeunes en hébergement, en maison, en auberge du cœur, des jeunes qui ont fait aussi des passages dans pas les pénitentiaires, mais en prison. Donc, je dirais, à la blague, je vous dirais un stage. Un stage en dedans, comme disent les jeunes, ou des gens qui se sont éloignés aussi de la rue pour des motifs là, en matière de toxicomanie ou de dépendance, pour prendre une maison de thérapie. Fait que je les ai accompagnés dans toutes ces étapes-là. Fait que il est arrivé souvent que je sorte à l'extérieur du centre-ville pour aller à leur rencontre. D'accord. Oui. Puis, dans les récits ou des moments, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui revenait dans leur témoignage ou des choses vraiment qui t'ont frappé, ému ou qu'est-ce que tu dirais de ça? De quoi elle parle? Il y a tellement de... Il y en a tellement des moments magiques. C'est vraiment... Tu sais, ça me touche encore, je le dis aujourd'hui. Puis cette expérience-là fait 18 ans, mais je la porte encore à ce jour. Il y en a tellement de moments magiques qui s'est passé avec eux. Il y a des moments de silence que je marchais avec eux. Puis je pense que ça aussi, ça l'a créé, cette rencontre-là. De pas toujours questionner.
La curiosité, elle a ses limites, surtout dans des moments où ils ont besoin de silence. Puis je trouvais que des fois, le silence, elle apportait une forme de sérénité dans cette rencontre-là. C'est d'accompagner sans rien dire. Oui. Hein? Être avec eux. Être avec eux, simplement. Oui, oui. Les moments qui m'ont touché, ben, c'est la confiance qu'ils m'ont témoigné. Hein, la bienveillance. Hein? Puis, tu sais, je vais faire un exemple par rapport à... Il y a un jeune on était sur la rue Sainte-Catherine, pas très loin d'ici. Il faisait ce qu'ils disent en France, hein, la manche. Il quêtait, hein, bien simplement. Oui. Il était installé sur ses multiples cartons, bien enrubanné, bien équipé, avec sa couverture. Fait que moi, j'étais quand même bien habillé. J'avais mon manteau. Là, je ne sais pas si on peut faire de la promotion des produits Canucks qui n'ont plus besoin de nous autres aujourd'hui. Non. Mais j'avais mon beau manteau d'hiver bien équipé. Tu sais, je ne devais pas avoir froid. Puis à un certain moment, le jeune, je pense que dans la recherche, on l'appelle Étienne. Étienne me regarde et il dit « Christian, est-ce que tu as froid? » Ben, je dis oui. Je dis « Viens t'asseoir à côté de moi. » Je m'assois à côté de lui sur sa multitude de cartons. Il me partage sa couverture. Moi, je suis pas très, très dédaigneux dans la vie, fait que je suis capable de vivre dans plusieurs conditions de vie. Je m'installe avec lui, il dépose la couverture sur moi. Et tout à coup, j'avais chaud. Et j'étais bien. Puis lui, c'était comme normal de partager ce moment-là avec moi. Puis il voyait bien, il a détecté que j'avais froid. Et pendant un certain temps, on s'est mis à discuter. À discuter dans une forme, puis on voyait les passants qui étaient devant nous. Puis c'est comme si on n'existait pas. C'était ce que j'allais te demander. Là, tu avais un autre regard. Là. Donc, c'est toi qui voyais les passants qui ne vous regardaient pas. Non, puis on voyait même des gens qui changeaient de côté de rue. Ah oui. Pour être sûr de nous éviter. Oui. Comme si le fait de changer de côté de rue, ça les faisait en sorte qu'on n'existait plus. Oui. Moi, j'avais vraiment l'impression de faire partie d'eux. Oui. Oui, à ce moment-là. Fait que ça, c'est des moments d'une grande humanité. Les jeunes sont vraiment formidables et généreux. Mais il y en a eu plein d'autres. Il y a des moments aussi qui m'ont révolté. Je me rappelle encore un jeune que j'accompagnais qui était né en Haïti, qui était déménagé ici plusieurs années après sa naissance. Puis à un certain moment, il était incarcéré à la prison de Bordeaux. Non, pas à la prison de Bordeaux, à la prison de Rivière-des-Prairies. Okay. Et il m'a appris qu'il allait être déporté. Je me suis présenté au tribunal. Je me rappelle encore comme c'était hier, là, au centre-ville de Montréal, juste en face du complexe des Jardins. Je pense que je me rappelle pas du lieu, mais... Puis j'ai assisté en silence à un jugement de déportation. Il était considéré comme une menace pour la société. Les jours précédents, j'avais tenté de faire des démarches auprès des différents journalistes. On en avait discuté amplement. Puis malheureusement, il n'y avait rien à faire. Puis j'ai assisté en silence au jugement. Je me rappelle ensuite qu'on était au refuge. J'avais fait une cueillette de vêtements. J'avais fait une cueillette d'argent parmi les intervenants. On avait ramassé une somme, là, je me rappelle, c'était une centaine de dollars. Puis quelques vêtements. Puis c'était les seules choses à laquelle il pouvait s'attacher pour son déportement. Je ne sais pas si on dit déporté, mais en tout cas, déportation vers Haïti, un pays qu'il ne connaissait pas. Un pays qui n'avait ni famille, ni réseau, personne. Voilà. Hein? Puis l'agent d'immigration, qui l'accompagnait, disait, des fois, les personnes arrivent là, puis c'est nous-mêmes qui leur offrons de l'argent parce qu'ils ne connaissent personne. Fait que j'imaginais, c'était une immense tristesse qui m'habitait en me disant, j'ai pas pu rien faire pour empêcher ça. Puis il laissait sa famille du refuge, finalement, pour aller à la rencontre du vide. Exactement. Fait que je dirais que c'est le moment le plus triste de cette recherche-là, d'être impuissant devant une machine bureaucratique qui se pose pas de questions sur le parcours de ce jeune-là qui était ici depuis sans doute une 15 ou 18 ou 18 ans. Là. Fait qu'il faisait partie, c'était un citoyen du Québec là, en tant que tel. C'est ça. Et c'était un citoyen. Exact. Oui. Il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que avant de repartir sur d'autres éléments, est-ce que tu as encore une petite histoire, un petit moment qui te revient?
Il y en a eu plein, hein, le J'imagine, temps passé avec oui. eux. Oui. Puis j'ai découvert à un certain moment que m'installer dans un café pour qu'ils se racontent, c'était pas le bon moyen. C'était pas le bon médium. OK. Fait que je me suis mis à les enregistrer en Ah. marchant. Ah, Fait que je marchais avec eux parce que c'est des jeunes, souvent, ils avaient beaucoup d'énergie. Fait que les installer dans un café, des fois, ça pouvait être juste le faire. S'installer dans un café, ça pouvait être intimidant ou Ah, dérangeant. oui. Il y a Ouais. des gens tout autour. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à les enregistrer en marchant. Fait que je faisais des entrevues en marchant. Puis c'était souvent pour moi, c'était la meilleure manière. Puis ils se sentaient libres. Il n'était hein. pas gêné Il était pas inconfortable. Ah, oui. Il était tout à fait à l'aise. Oui. La discussion était plus facile dans le Oui. mouvement D'accord. plutôt que dans l'absence de mouvement. Ah. Mais ouais, Et c'est on comme va ça. voir tout à l'heure parce qu'ils t'ont raconté plein de choses. Alors donc, on va essayer de témoigner de ce qu'ils ont pu te raconter, puis on va aborder certains thèmes qui ressortent dans cette aventure-là. Alors, on se retrouve dans quelques minutes. Vous écoutez Regard sur l'itinérance avec France Labelle. Alors, de retour avec mon invité, Christian Levac, toujours anthropologue et travailleur social. Christian, Tout à fait, oui, ça, bon. Il n'y a rien qui a changé depuis Il y a rien qui a les dernières changé minutes. depuis tout à l'heure. Alors donc, lorsqu'on s'est laissé, tu nous racontais certains éléments du parcours que tu as fait avec des jeunes. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde certains thèmes qui revenaient de façon récurrente, puis que tu les fasses ressortir. Et puis, je pense aussi qu'il y a l'extrait de la parole de certains jeunes. Et donc, on va essayer d'en témoigner, toi et moi aussi, dans les prochaines minutes. Avec plaisir. Alors, donc, dans les thèmes les plus récurrents, qu'est-ce que tu dirais qui t'est apparu? Mais je trouvais ça intéressant avant d'aller dans les thèmes. Je sais Oui. que le temps Oui. le temps on est pressé par le temps, même si on a toujours le temps. Souvent, c'est des jeunes qui avaient une faible scolarité. Oui. C'est des jeunes qui avaient vécu des expériences. Là. Parmi les jeunes, 80% des jeunes avaient vécu une expérience en centre jeunesse. Oui. C'est des jeunes qui ont vécu des déménagements multiples. Hein. On parle de... la moitié d'entre eux ont vécu plus de 15 déménagements avant l'arrivée à l'âge adulte. Donc, ça veut dire qu'il y a des multiples déplacements, changements, transformations dans leur vie quotidienne. Fait que ça, je trouvais ça important d'en faire état. Oui. Il y a plusieurs thèmes qui se dégagent. On parle que ce soit de l'abandon, le rejet aussi, la solitude, l'isolement. Il y a plein de thèmes qui apparaissent parce que des jeunes ont vécu beaucoup de déplacements, de changements, de modifications des figures parentales, de l'arrivée de différentes personnes à l'intérieur de leur fratrie. Donc, c'est vraiment des jeunes, pour la plupart d'entre eux, qui ont été ballottés par la vie.
Oui. Au gré du vent, au gré des changements, au gré des déplacements, qui ont travaillé aussi ils ont été amenés à vivre avec les différents établissements ou avec les institutions. Oui. Ça a été ponctué un peu à travers ça. Il y a quelques citations qui pourraient peut-être bien orienter les personnes, les auditeurs qui nous écoutent, pour bien comprendre toute la complexité de leur parcours dans leurs mots à eux. Alors, je vais te laisser commencer avec la première citation. Donc, c'est vraiment sous le thème de l'abandon et du rejet qui un peu marque l'esprit de certains de ces jeunes. Oui. Ma mère travaillait pas. Mon père, il était dans l'extermination, fait qu'il m'a exterminé. J'ai pas grand souvenir, mais je me souviens que je suis arrivée chez nous puis que je braillais. Place-moi pas, garde-moi avec vous autres. J'ai rien fait de mal. Un autre jeune qui racontait, ma mère a fait mes bagages. Elle m'a mis sur le bord de la porte, puis elle m'a dit, toi, je te connais pas. T'es pas mon gars. Puis si j'aurais voulu un enfant comme toi, je l'aurais pas fait. Allez, ciao, débarrasse. Va-t'en, je te connais pas. C'est lourd quand même. C'est très lourd, c'est très, très lourd. Ça m'amène beaucoup de tristesse. Et un autre qui dit « Je suis le déchet résiduel de ma famille. » Alors, comment veux-tu parcourir les rues en toute sécurité, en toute sérénité quand tu as vécu des choses comme ça? Donc, quand les personnes en qui tu aurais dû avoir confiance, exact. Qui auraient été là pour t'accompagner, te soutenir, te laissent des empreintes par des mots si forts et si puissants qui marquent un peu le reste de ton parcours. Oui. Et puis, dans les jeunes que tu as accompagnés, puis si on regarde aussi au niveau des statistiques globales, un jeune sur 2 qui se retrouve à la rue a été placé ou déplacé en famille d'accueil, en centre jeunesse. Donc, c'est très, très présent. Donc, c'est pas étonnant que dans leur discours, ça apparaisse. Il y a un jeune qui me disait à un certain moment, il était sans doute dans une famille nombreuse, puis il a dit, regarde, sa mère lui a dit, là, j'en ai un de trop, puis c'est toi. Puis quelques jours plus tard, la direction de la protection de la jeunesse est arrivée et il y a été placé jusqu'à l'âge de 18 ans, de 8 ans jusqu'à 18 ans. Quand il venait nous voir au refuge, tout ce qu'il avait envie, c'est de parler sans fin, d'être entendu, d'être écouté. Oui. Puis on parle de troubles d'attachement après ça, mais c'est la société qui se détache de ses enfants. Alors, mais on impute ça aux difficultés des enfants. Ouais. Alors, qu'est-ce qui émergeait encore de la parole de ces jeunes-là, Christian? Ben, c'est vraiment aussi tout le rapport à la rue, le rapport à la toxicomanie aussi, à la santé mentale, puis des expériences passées aussi qu'ils ont vécues avec leurs parents aussi, qui parfois étaient vulnérables, touchés par différents défis personnels. Quand on parle de la rue pour eux, la rue, il faut se dire que c'est une zone de transition. Hein? C'est un espace, c'est une expérience discontinue entre un aller, un retour, des tentatives, des retours sur le plancher également. Les jeunes qui disaient, un jeune qui disait par rapport à la rue, où voulais-tu que j'aille? Chris, j'avais pas d'argent, j'avais rien. Je dormais dans les portiques, puis même dans les sorties, il faisait vraiment froid. Je passais ma nuit à marcher sans fin. Il y a un autre qui dit « Je fume des botches, je mange dans les poubelles, j'essaye de pas coûter une scène au système. Je ne veux pas être un parasite itinérant. Je ne quête jamais. » Puis les jeunes, ils viennent aussi dans les centres, dans les grands centres, parce que c'est là qu'il y a les ressources, puis c'est là aussi qu'il y a une possibilité, un espace d'insertion. C'est là qu'on pense y trouver du travail. Oui. Mais, puis il y a un jeune qui disait, ma maison est rendue dehors. Oui. C'est quelque chose, vivre dans la rue. C'est pas quelque chose de facile. C'est très difficile. Tu ressens de la tristesse, de la jalousie, parce que les autres, ils ont ça, puis toi, t'as pas ça. Donc, la différence, ils la sentent bien. Hein? Il y a les uns et les autres, là, qui sont exclus. Il y a des émotions aussi qui sont vives parmi eux. Hein? Une honte qui, parfois, les habite, meublée par un parcours difficile.
une onde d'eux-mêmes, une espèce de détresse. Puis certaines fois, c'est de la colère. Hein? Ouais. Des fois, la honte, hein, elle est comme niée. Des fois, ils se résignent, mais des fois, c'est une colère qui peut être envers les autres ou envers eux-mêmes aussi, dans un parcours. Qu'est-ce qu'il y a un jeune qui me disait à un moment donné, t'as pas honte de te promener avec moi? Moi, j'ai honte de me promener avec moi. Et là, il a intégré cette mauvaise image, hein? Exact. La mauvaise personne. Un autre qui dit, tu sais, je suis pas juste du mauvais, sinon je m'aurais mis la corde au cou. Je serais pas ici si je savais que j'avais pas de potentiel. Je serais mort. Donc, il y a un petit doute, là. Hein? Il y a un petit doute. Il pense qu'il y a peut-être un peu de potentiel. Là, il y a un jeune qui dit, là, je vais inventer quelque chose. Je ne veux pas qu'elle sache que je suis un junkie. Quand on parle d'un junkie, c'est souvent une appellation que les jeunes utilisent quand c'est des grands consommateurs de drogue, injectables ou non. Fait que c'est l'appellation qui s'attribue eux-mêmes ou encore qu'on leur attribue. Donc, un consommateur important de toutes sortes de drogues. Ils s'appellent eux-mêmes des junkies. Ouais. C'est un junkie, c'est un itinérant, et voilà, c'est réglé. Des fois, il faut choisir les bons mots. Hein? C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui davantage de personnes en situation d'itinérance. Voilà. Donc, c'est un espace de transition. Ce n'est pas un état stable et final. Voilà. Puis en arrière de chaque citation, il y a un jeune qui exprime cela. Donc, il y a une personne qui a vécu cela. Cette recherche-là de 14 mois, j'ai porté pendant leurs paroles pendant plus d'un an et demi à rédiger chacun de leurs mots. Oui. Hein, c'est 4000 pages de notes, 2000 pages de verbatines échangées, discutées, un journal de bord. Ça a été une rencontre incroyable dans laquelle j'ai l'impression qu'ils m'ont davantage appris que je leur ai appris. Oui. 4000 pages de mots, d'histoires. Et là. Quoi d'autre? Puis, on veut peut-être que nos auditeurs, auditrices disent oui, que c'est triste, mais restez avec nous parce que vous allez voir, il y a quand même de l'espoir dans tout ça parce que tous ces jeunes-là sont des jeunes forts, résilients, c'est des combattants. Alors, tout à l'heure, on va vous amener avec nous dans l'espoir. Quoi d'autre? Donc, dans ce qu'ils t'ont raconté, dans ce que tu as vu, bon, on a parlé de détresse, on parle beaucoup quand on parle d'itinérance, de santé mentale, qu'est-ce qu'il en était? On a parlé un peu des dépendances, toxicomanie. Qu'est-ce que tu recevais comme contenu, Christian? Il y a plein de citations, hein, le livre on est rempli, on en a choisi quelques-unes. Hein. Il y a un jeune qui, par rapport au malheur, il dit « Moi, je me suis toujours dit qu'il y avait deux sortes de larmes. Les larmes sèches, puis les larmes mouillées. Les larmes sèches, tu pleures, puis ça fait du bien. Hein, ça fait pas du bien en dedans. Quand tu brailles 1 heure, ça sort l'accumulation de ta vie, puis ton hostie de merde de calice. Excusez-moi le langage, mais c'est vraiment leur langue à eux. Oui. Puis c'est des jeunes aussi, hein. Tu sais, il y a un autre jeune qui parle par rapport au suicide. Tu sais, j'ai jamais eu d'idée suicidaire. Mais accepter ma misère, c'est un peu comme me suicider. Puis j'ai extrait, des propos, mais j'ai pas. C'est leur parole à eux que je me suis permis de faire état. Hein? Puis par rapport au refuge, hein, l'importance du refuge dans la vie de ces jeunes-là, il y a un jeune qui disait le refuge, c'est ma maison, loin de ma maison. Je suis bien au refuge, je me sens aimé là-bas. Ça, on l'entend souvent, on l'a entendu souvent tout au long de mon expérience avec le Haut Refuge. Oui. Puis ça, on va y aller tantôt dans les ressources. Tout à fait. Je reviens à la question de la toxicomanie, des dépendances. Quand on dit c'est un junkie, c'est quelque chose que les gens ont de la difficulté à bien saisir, puis je le conçois aussi, mais les gens disent aussi qu'ils consomment pour anesthésier, pour pas sentir. Donc, et ça, c'est très, très important. Il peut y avoir un plaisir, un bien-être fugace, mais un qui dit « faut que je gèle ma douleur, je suis pas capable de vivre ce que j'ai en dedans. » L'autre qui dit « moi, je me pique pour m'empêcher de me suicider. » Alors donc,
dans la compréhension, dans le regard, tantôt tu parlais des préjugés, c'est important qu'on saisisse ça. Il y a des jeunes qui ont commencé, il y en a un qui dit, il avait 14-15 ans, il a commencé à centre d'accueil à consommer. Il y en a un autre qui dit, là, ma mère, c'est là qu'elle a commencé à me faire une ligne. On parle de cocaïne ici. Oui, puis il me disait ça candidement. Oui, oui, c'est normal. C'est elle qui m'a initié à ça. Oui, oui. Alors, c'est pas ici que, tu sais, je ne sens pas que tu les victimises, ces jeunes-là. Tu témoignes de leurs paroles, puis eux, ils ne se perçoivent ni comme itinérants, ni comme victimes. Oui, puis un des objectifs de la recherche aussi, c'était de comprendre la trajectoire. Oui. Qu'est-ce qui amène les jeunes à la rue? Oui. C'est un peu ça l'idée derrière cette recherche. Oui. Puis, de la rue à une sortie, puis tu as évoqué les ressources. Alors, comment ils voient ça? Donc, tu dis, le refuge, c'est ma maison, loin de ma maison. Alors, toi qui étais intervenant dans une ressource, qu'est-ce qui ressortait dans leurs paroles? C'est sûr qu'ils ont, étant donné que j'étais avec eux, que j'avais aussi, que j'étais intervenant, c'est des éléments qui sont moins apparus. Mais ils étaient vraiment... ils appréciaient beaucoup ce que les organismes communautaires du milieu leur offraient. C'était pas toujours avec un merci ou un bienvenu. Les mots d'usage n'étaient pas toujours présents, mais on sentait qu'ils faisaient une différence dans leur vie, dans leur quotidienneté. Tu sais, à chaque jour, quand ils se posaient les questions fondamentales de la vie. Oui. Quand est-ce? Où je mange? Oui. Qu'est-ce que je mange? Puis est-ce que je vais manger? Oui. Parce que, je veux dire, quand on se promène dans la rue, malheureusement, moi, quand je me promène, puis tout à coup, j'ai soif, je rentre dans un dépanneur, je rentre dans un commerce, j'achète une bouteille d'eau. Oui. Mais quand tout ce que tu as dans les poches, c'est un peu de poussière, c'est un peu de poussière de jeans, mais ça ne te permet pas d'avoir accès à rien. Quand on ne te permet pas de rentrer dans les différents commerces ou encore dans les centres commerciaux parce qu'on te refoule à la porte, mais tu bois comment? Oui. Tu peux pas aller aux toilettes? Exactement. Souvent, les toilettes sont barrées. Exact. Il y a des clés qui empêchent d'y aller. Bien sûr. Mais en même temps, on a toujours tout le monde, peu importe le niveau de richesse, ont toujours les mêmes besoins. Oui. Fait que c'est un peu ça mais les jeunes, ils appréciaient dans leur manière, à leur manière, la présence des intervenants dans leur vie qui faisaient une différence, qui prenaient le temps de les écouter, puis parfois aussi de leur dire non. Oui. Parce que l'intervention, le travail auprès d'eux, ce n'est pas toujours de dire oui. Oui, c'est facile. Non, c'est aussi de les remettre à leur propre choix, à leur propre décision, leur permettre de réaliser, puis c'est favoriser l'autonomisation des personnes. C'est un terme qui est bien à la mode, l'empowerment. Oui, exact. Mais c'est aussi ça, c'est de redonner du pouvoir. Oui. Puis je trouvais qu'en leur donnant la parole, ça leur permettait de devenir des acteurs aussi. Des acteurs du changement plus global pour mieux comprendre cette réalité-là qui est souvent drôlement perçue. L'itinérance, c'est un visage qu'on n'aimerait pas voir. Oui. Si on pouvait l'éviter, ne pas la voir, mais elle fait partie de la réalité au Québec. Pas juste dans les grands centres. En croissance, doit-on le répéter? Elle est partout. Il y a certains chiffres qui sont apparus dernièrement dans les médias qui démontrent qu'il y en a quand même pas mal de personnes en situation d'itinérance. Absolument, absolument. Alors, de la rue, les ressources, certains vont trouver une espèce de famille substitutive. Tu l'as dit tout à l'heure, il y en a qui disent « je me sens aimé là-bas ». Il y a une autre citation, il y a un jeune qui dit « ça m'a montré un peu que je n'étais pas comme tout seul. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a remis dans ma vie. » Donc, il y a un passage qui suscite l'espoir. Puis, on va voir bientôt la sortie et l'espoir. On va parler de ça aussi pour accompagner nos auditeurs et nos auditrices dans quelque chose de beau. À bientôt. Alors, nous revoici avec Christian Levac, la sortie et l'espoir pour des jeunes de la rue. Alors, Christian, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que tu pourrais nous communiquer là-dessus, sur cet aspect-là? Il y a un jeune qui
l'idée de base, hein, c'est faut que les jeunes, il y a une grande partie d'entre eux qui sont retournés, hein, vivre en appartement, Oui. trouver une famille, avoir des enfants. Il y a un jeune qui disait, je trouvais que c'était une citation intéressante, là, j'ai mon appartement, fait qu'il faut que je me trouve une vie. Même la pluie n'a plus la même signification pour moi. Avant, elle signifiait que j'étais dans la rue et de me trouver un abri. Là, quand il mouille, je suis chez moi, à protéger sous la pluie. Mais les jeunes ont gardé tout au long de mon passage avec eux, hein, l'espoir de sortir de cette situation-là, de faire, puis ont fait des multiples tentatives. Hein. Je suis prêt à foncer dans n'importe quel mur qui se dresse devant moi. Puis je suis pas mal sûr d'être capable de les défoncer. Sortir de la rue, sortir de cet état, sortir de ce moment. Puis il y a certains jeunes que j'aurais jamais cru, mais qui m'ont rappelé, hein, la suite de la recherche, parce que j'ai gardé contact avec certains d'entre eux, qui m'envoient de leurs nouvelles, des photos de leurs enfants, des photos de leur famille, de leur nouvelle vie, de leur passion, de leurs désirs. Il y en a plusieurs d'entre eux qui en ont sorti hein, de la rue, puis qui ont vécu, qui en ont sorti du positif de cette expérience-là. La rue, c'est une transition, c'est un passage, puis c'est pas réservé à personne. Hein, il y a plusieurs personnes, hein, comme tu le dis au refuge, il y a plusieurs personnes qui ont des parcours bien distincts. Absolument. Hein, c'est une trajectoire unique, une trajectoire individuelle. Oui. Donc, oui, il y a plusieurs... C'est juste de passer à travers, de plus avoir peur de l'échec, de plus avoir peur d'avoir peur, et de dire, je vais être en mesure d'y arriver, d'être en mesure de faire quelque chose de ma vie à travers tout ça. Oui. Il y en a un qui dit ici, c'est pour ça que je me dis qu'il faut jamais que je lâche dans la vie, parce que je commence tranquillement, pas vite, à en ressortir, puis je commence à rattraper, puis je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Un jour, je vais l'avoir une belle vie, tu sais. Alors, c'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup de force, c'est beaucoup... Bon, il y a le fameux terme à la mode, la résilience, mais ça dit quand même que je peux ressortir plus fort d'expériences éprouvantes desquelles je peux avoir appris aussi. Puis tu l'as dit, ils t'ont appris aussi beaucoup de choses, ces jeunes-là. C'était vraiment un échange. Oui. Hein? C'était vraiment quelque chose de réciproque. Oui. J'ai autant reçu que j'ai donné. Et puis ils m'ont beaucoup appris. Hein? Puis ce que je retiens d'eux, c'est vraiment la force, le courage, la capacité de faire face aux événements difficiles de la vie quotidienne, puis leur capacité à prendre des risques. Puis ils ont une belle naïveté. Puis ce que je vais me rappeler pour toute ma vie, c'est leur bienveillance à mon égard. Ouais. Parce que dans certains moments où ça chauffait, ils me demandaient de me tasser, hein, de sortir de l'espace pour pas que je sois dans une situation de risque. Ils te protégeaient. Ils me protégeaient vraiment. C'est l'esprit de la meute ou la protection. Hein, parce que j'étais important pour eux, puis je leur faisais sentir qu'ils étaient importants pour moi également. Puis tu étais un des leurs sans être comme eux. Exact. Parce que tu t'es présenté à eux tel que tu étais, un intervenant qui faisait une recherche avec... tu as toujours été transparent à ce niveau-là. Tout à fait. Oui. Fait que non, vas-y, François. Oui, puis je me demandais... On voit je te revois encore assis par terre avec une couverture. J'ai cette photo-là dans ma tête. Pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Parce qu'on a dit que c'est 2006 que ton livre, La rue, un chemin tracé d'avance, est paru après la recherche, tout ça. Mais ça demeure très actuel. Les humains restent humains, puis ce qui amène à la rue. Alors, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent avant que je te pose la question? Première chose, c'est qu'il y a de l'espoir. Ouais. Même quand on croit qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Il faut croire que l'humain a la capacité d'évoluer puis de se développer contre vents et marées. Ouais. Ça, des fois, on abandonne. On abandonne trop vite. Mais parfois, c'est confrontant à nous-mêmes. Hein, que nous sommes également responsables collectivement de cette situation, d'être indifférents à cette réalité qui nous entoure.
puis de prendre le temps d'écouter, de saluer, de dire bonjour. Ça prend pas beaucoup de temps plutôt que de faire semblant d'être indifférent. Oui. Puis ça met aussi en lumière, ce qui est important de mettre en lumière, c'est l'importance considérable des acteurs communautaires dans la société québécoise. Oui. Hein, parce que c'est vraiment eux qui accueillent ces personnes au quotidien, encore une fois, contre vents et marées, qui sont là pour accompagner ces personnes vulnérables-là. Puis on se doit d'être reconnaissant envers ces acteurs communautaires qui font une différence, hein, parfois dans l'ombre, mais moi, j'ai beaucoup appris dans le milieu communautaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Que les jeunes qu'on croise, ou les moins jeunes, que ça pourrait être un frère, que ça pourrait être notre enfant, ça pourrait être mon un fils. ami, ça pourrait être ton fils. Oui. Qu'on n'est pas à l'abri de vivre des situations d'incertitude, d'itinérance, mais ils m'ont surtout offert quelque chose d'incroyable. Ils m'ont ouvert la porte de leur vie. Oui. Ils m'ont accueilli comme j'étais, et moi, je les ai accueillis sans préjugés, sans les juger. Puis je pense que c'est ça qui a permis cette rencontre incroyable. Puis encore aujourd'hui, c'est une expérience que je porte encore à ce jour. Oui. Je me suis libéré des 4000 pages que je portais comme dans mon sac à dos. Mais non, mais je veux dire, parce que je les avais, mais encore aujourd'hui, je le porte, leur parole en eux. Oui. Ça m'a permis aussi d'être un meilleur intervenant, d'être un meilleur humain, puis d'être également un meilleur travailleur social. De pouvoir comprendre ce qui n'est pas toujours compréhensible dès le départ, puis d'être sans préjugés, puis de regarder le monde à travers leurs lunettes. Christian, la rue, est-ce un chemin tracé d'avance? La réponse simple, c'est non. C'est non. Il n'y en a pas de chemin tracé d'avance. La rue, c'est un ensemble d'événements. C'est multifactoriel, mais ce n'est pas un chemin tracé d'avance. Puis, on voit sur leur parcours qu'il y a eu à un moment ou à un autre quelque chose qui est survenu. Puis il y a quelque chose de mystérieux, moi, qui est en intervention à la direction d'un organisme depuis si longtemps. Je suis toujours surprise de la force, exactement ce que tu viens de dire. Des fois, il y a certains jeunes, je pensais qu'on les perdait, que c'était terminé. Et non, quelques années plus tard, je les recroise sur la rue, ils me reconnaissent, je me dis, bon, ils me reconnaissent encore. Tout n'est pas perdu. Et là, ils me racontent et ils sont contents que je sois témoin de ce moment. Ils veulent me raconter ce qu'ils sont devenus, ce qui se passe. Il y en a qui viennent à la porte, ils reviennent sur leurs pas. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Ou quand tu les croises. Donc, on a été les témoins, comme toi, d'un moment très, très difficile, témoins privilégiés. Puis quand tu dis qu'ils t'ont rendu plus fort, je comprends, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi aussi. C'est des personnes, c'est inspirant. Puis c'est comme si moi, ça me dit avance, t'as pas le droit de reculer puis de te décourager, parce que eux et elles, tout ce monde-là avance. Alors avance à leur côté. Puis quand tu racontes ça, ça me rappelle ça. Et puis, ça me donne envie de faire 20 kilomètres comme toi pour aller à la rencontre de ces personnes-là. Et ça, je trouve ça formidable. Puis, je trouve que tu es quelqu'un de formidable aussi. C'est bien gentil. Puis, je dirais la même chose d'autre. Il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas, mais peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, il y en a qui vont dire « Qui est Christian Levac? » Cette personne formidable. Et je suis honorée que tu aies accepté mon invitation. Puis, à une prochaine. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. Mais merci beaucoup, Christian Levac. Merci de nous avoir raconté ce parcours unique. Comme je t'ai toujours dit, Madame Labelle, Madame France Labelle, je serai disponible si vous avez besoin. Merci beaucoup. Puis tu le dis devant beaucoup de témoins. Là. Ouais, ça, c'est bon. J'aimerais remercier Catherine Bourderon qui me fait des revues de presse formidables à chaque semaine. Donc, ça, c'est très important. En régie, Mathieu Tessier.
et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique à Canal M. Merci et à très bientôt. À la prochaine. Merci à tous.